Gilles Yaby, bonjour. Bonjour. Les chefs d'État de la CEDEAO espèrent encore ramener les 3 États de l'AES dans leur organisation d'ici le 29 juillet prochain. Est-ce qu'ils ont une chance d'y arriver ? Je pense que les chances restent limitées, celle de ramener les 3 dirigeants des pays du Sahel. Leur intérêt politique est de rester cohérent depuis qu'ils ont pris cette décision. Et donc on voit mal un changement de position, en tout cas tant que ces 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont dirigés par les mêmes personnes qui ont pris à nouveau cette décision, qui, je rappelle, cette décision a été prise sans consultation des populations. Elle a vraiment été prise par les dirigeants de ces 3 pays arrivés par coup d'État. Maintenant, il ne faut évidemment pas exclure, on peut rien exclure. Évidemment, les efforts diplomatiques du président sénégalais et du président togolais pourraient toujours finir par faire changer d'avis ces dirigeants, mais je n'y crois pas beaucoup. Vendredi dernier, les 3 pays de l'AES ont déclaré que leur départ de la CEDEAO était irréversible. Quel est pour eux l'avantage de quitter la CEDEAO ? Alors déjà sur le thème irréversible, à nouveau, les États, c'est la longue durée. Les dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs militaires ou civils, qu'ils soient élus démocratiquement ou pas, ne sont là que pour une période déterminée, toujours limitée. Donc je crois qu'il y a une certaine prétention à estimer qu'ils peuvent faire partir le pays de manière irréversible. Cela étant dit, quels sont les avantages de la sortie de ces pays du bloc régional ? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que des erreurs importantes ont été commises par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je pense notamment à la décision d'intervention militaire au Niger et l'ampleur des sanctions qui avaient été prises. On était un certain nombre de voix à s'exprimer contre ces décisions, ce qui ne voulait pas dire qu'il fallait pas condamner les coups d'État. Mais ce que je veux dire, c'est que cela a quand même créé effectivement les conditions pour que les dirigeants militaires puissent estimer qu'ils sont menacés par la CEDEAO, par leur propre organisation d'une certaine manière. Et je crois qu'il y a évidemment cette partie de l'argumentaire qui est dans une certaine mesure acceptable. Le deuxième élément, sur le plan de la préservation du pouvoir à court terme, je crois que c'est quand même un enjeu important, peut-être prioritaire pour les dirigeants actuels du Mali, du Niger et du Burkina Faso arrivés par coup d'État. C'est évidemment le fait de se soustraire des obligations liées au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, et donc de ne pas être lié par exemple par l'obligation d'organiser à un moment donné des élections et peut-être même le principe qui avait été en réalité instauré par l'Union africaine que les chefs d'État qui arrivent par coup d'État militaire, même s'ils se maintiennent pendant la transition, qu'ils ne soient pas autorisés à se présenter au terme de ces transitions. Donc en sortant de la CEDEAO, ils se libèrent de toutes les obligations, de tous les principes qui sont censés gouverner l'espace régional, même si ces principes ne sont pas totalement respectés non plus par d'autres dirigeants civils élus de la région. Les 3 pays de l'AES quittent la CEDEAO, mais en même temps, ils se disent prêts à maintenir sur leur territoire une exemption de visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Pourquoi ce geste ? Oui, cette décision a été annoncée à la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il y avait une réunion ministérielle donc de l'AES et je crois qu'il s'agissait de montrer d'une certaine manière qu'ils ne sont pas dans une approche de rupture brutale avec les autres pays de la communauté et peut-être de manière aussi très pragmatique. Je pense que les dirigeants de ces 3 États sont tout à fait conscients de l'importance des relations économiques avec les pays voisins côtiers. Ils connaissent les chiffres des flux migratoires entre leur pays et les pays voisins. Lorsqu'on regarde les corridors les plus importants, on va voir le corridor Burkina Faso-Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire, par exemple, comme étant très important. Et donc, ça veut dire que vous avez énormément de populations sahéliennes qui vivent dans ces pays, en particulier la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal. Et donc, le fait de décider, qu'il y aura une exemption de visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, c'est une manière aussi d'amener la CEDEAO à décider de maintenir une exemption de visa pour les populations sahéliennes. Et justement, est-ce que, par exemple, les autorités ivoiriennes vont être prêtes à accorder cette réciprocité, cette exemption de visa aux quelques 6 millions de Maliens et de Burkinabés qui vivent sur le territoire ivoirien ?
Oui, je crois que on ne doit pas perdre de vue les enjeux les plus importants qui concernent les populations. Et de ce point de vue, il ne s'agit pas simplement parce qu'il y a de l'animosité, parce qu'il y a des divergences profondes, même en termes de valeurs, entre les dirigeants des États du Sahel et certains dirigeants de la CEDEAO. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faut remettre en cause à nouveau les principes fondamentaux, y compris la liberté de circulation dans l'espace régional. Donc, de mon point de vue, je pense que la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la région de la CEDEAO ne vont pas décider d'appliquer des visas simplement parce qu'à nouveau les relations sont difficiles et parce que les États du Sahel se seraient retirés de la CEDEAO. Ce que demandent les 3 pays de l'AES, est-ce que ce n'est pas une CEDEAO à la carte? Une CEDEAO dont ils garderaient les avantages économiques tout en se débarrassant des inconvénients politiques? Alors, c'est vrai que derrière la question de la sortie des pays de l'AES se pose aussi la question du choix de continuer à croire en un idéal d'intégration politique avec des valeurs, avec des principes de convergence constitutionnelle. Et ça, c'est vraiment tout ce qui a été consigné dans le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. C'est à ce moment-là que la CEDEAO décide de ne pas être simplement un espace justement de convergence économique et de construction d'une intégration économique et commerciale. La CEDEAO décide qu'il vaut mieux être aussi un espace qui partage un certain nombre de valeurs et de principes de démocratie et d'état de droit. Et aujourd'hui, très clairement, on a une partie des dirigeants de la région qui ne croient pas vraiment à la mission d'intégration politique. Et le risque, c'est de dire, peut-être pour faire revenir ces États ou pour s'assurer que d'autres ne vont pas partir, on va renoncer, par exemple, aux dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la gouvernance. Et de mon point de vue, ce serait évidemment extrêmement dangereux parce que ce serait mettre en danger les prochaines générations, nos enfants, parce qu'au fond, on risque d'avoir un espace de retour à des régimes autoritaires où chaque dirigeant fera ce qu'il veut dans son pays. Et ça, on l'a connu déjà par le passé. Depuis 6 mois, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son envoyé spécial Abdoulaye Bathily mènent une médiation entre les 12 de la CEDEAO et les 3 de l'AES. Est-ce que ça marche? Le sommet, à nouveau, a décidé d'accorder cette extension de 6 mois jusqu'à juillet 2025, ce qui voudrait dire en tout cas que le président Diomaye Faye croit, disons, à la possibilité d'obtenir des avancées au cours de ces mois supplémentaires. Par contre, je crois qu'il a toujours été conscient de la difficulté de la tâche et du fait qu'il n'y avait pas une forme d'obligation de résultat. Et du point de vue des 3 chefs militaires des 3 États de l'AES, quel est le médiateur le plus fiable? Le Sénégalais Diomaye Faye ou le Togolais Faure Gnassingbé? Alors, je crois qu'il faut pas distinguer d'abord les 2 médiations. A priori, c'est une seule médiation, mais qui implique les 2 présidents, donc du Sénégal et du Togo. Et je pense qu'au départ, l'idée d'associer ces 2 tenait compte justement du fait que d'une part, le président sénégalais était un jeune président sur lequel il n'y avait pas de doute en termes de légitimité démocratique. Et de l'autre côté, un président togolais, le Togo n'étant pas un exemple en termes de construction de la démocratie et de l'état de droit. Mais par contre, le Togo a toujours eu, précisément peut-être pour cette raison, des rapports beaucoup plus cordiaux avec les dirigeants militaires des pays sahéliens. Et le Togo a aussi, il faut bien le dire, bénéficié de la situation régionale pour notamment le port de Lomé, utilisé de plus en plus donc par les États sahéliens. Donc le président togolais, très clairement, en termes de capacité de discuter avec les dirigeants militaires des pays du Sahel, a, je pense, un avantage sur le président sénégalais. Et le fait d'associer les 2, je pense que c'était une bonne idée pour avoir à la fois la capacité à nouveau d'avoir un dialogue avec de la confiance que le Togo peut apporter et de l'autre côté d'avoir quand même aussi une forme de légitimité démocratique qui vienne du président sénégalais. Pour conclure, Gilles Yaby, est-ce qu'on va vers un divorce le 29 juillet, mais un divorce aménagé? Alors déjà, il y a des choses très concrètes qu'il faudra gérer. Les fonctionnaires originaires de ces 3 États qui travaillent encore à la Commission et dans les agences spécialisées de la CEDEAO, des agences qui doivent déménager, notamment l'Organisation ouest-africaine de la santé qui est basée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il faudra à nouveau aussi clarifier les relations commerciales, la liberté de circulation, etc. Donc en cas de séparation, ce qui reste l'hypothèse la plus probable, je crois qu'on s'oriente effectivement plutôt vers un divorce à l'amiable et par contre en ne perdant pas de vue le fait que les dirigeants, qu'ils soient civils ou militaires, ne font que passer et qu'évidemment ce n'est pas parce qu'on a un leadership politique régional en ce moment qu'il faudra renoncer à l'espoir de reconstruire l'intégration et en tout cas de conserver les acquis de ces 49 dernières années d'existence de la CEDEAO. Gilles Yaby, merci.